notre webinaire en souhaitant la bienvenue à tous les participants, à tous les intervenants. Je tiens particulièrement à remercier Serhani Yassine, président de l'AMCA, Association marocaine de communauté des achats au Maroc, nous avoir proposé ce séminaire et nous avoir aussi organisé ce séminaire avec ses invités, CARE, et qui sera, alors ce séminaire sera animé, sera modéré par Dr Hicham. Sans trop tarder, je laisse le micro à Serhani Yassine pour qu'il présente ses invités. C'est Serhani, à vous le micro. Merci, Serossi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier donc, pour le travail que vous avez fait pour la préparation et l'organisation de cet événement. Je sais que ce n'est pas évident, vous avez l'habitude, vous avez l'expérience, mais nous, on est en train de le faire. Avec vous et grâce à vous, on a commencé à le faire. Donc, je vous remercie beaucoup, Serossi. Je remercie également les intervenants qui ont répondu présent, donc Madame Wahba Zneba, et donc la directrice générale de la société CARE Maroc, donc ex-Quadrant, qui est notre partenaire de l'association AMCA. Madame Amina, donc, qui est responsable commerciale de la société. Donc voilà, donc, ils sont tous les deux partenaires de l'AMCA, comme j'ai dit. Dr Bir Hicham, donc, qui est aussi un partenaire de l'AMCA et un ancien, on va dire, de l'AMCA, donc, qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, c'est un docteur universitaire, donc professeur universitaire, en même temps un chercheur et en même temps un patron d'entreprise. Donc, bien sûr, chacun il se présentera davantage. Donc, moi, je tiens juste à préciser donc, l'importance de l'événement. Aujourd'hui, le dossier d'énergie des achats responsables, c'est un projet c'est un dossier très important. Personnellement, j'ai eu des expériences comme étant responsable comité environnement ONA, donc entre 2008 et 2010 pour toutes les filières de l'ONA. Et donc, j'ai un grand, on va dire, j'ai beaucoup travaillé sur la partie économie d'énergie. La nouveauté, c'est que la dernière année, donc, il y a une nouveauté qui apparaît sur le marché qui est possible, qui n'engage pas d'investissement. Et j'ai insisté à ce qu'on communique par rapport à ça, par rapport aux acheteurs, qui pour moi sont des pourvoyeurs de valeur ajoutée pour les entreprises. Et nous, notre rôle aussi, c'est de mettre en évidence toute solution possible et imaginable qui permettrait de créer de la valeur. Donc, je passe la main à Hicham, donc, qui est modérateur de l'événement, que je remercie. Et je remercie aussi les intervenants aussi. Et je remercie les participants qui sont là parmi nous. Shukran bzaf. Voilà. Hicham, votre micro n'est pas activé. Alors, merci beaucoup, Monsieur Serhani, merci beaucoup, Serossi. Alors, peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité que Monsieur Rossi fasse une mise au point par rapport au micro, par rapport aux caméras de la communauté qui nous suit pour ce webinaire, effectivement pour éviter quelques nuisances techniques qui peuvent éventuellement altérer la qualité du son et de l'image pendant ce webinaire. Ceci étant dit, alors c'est toujours pour moi un plaisir et un vrai privilège de m'associer aux événements qui sont organisés par l'AMCA. À chaque fois, et vu effectivement les chiffres qu'on a eus au tout début de ce webinaire, alhamdoulilah, nos followers sont de plus en plus nombreux, la communauté pousse et ça nous gratifie effectivement dans le travail que nous faisons dans le cadre des workshops et des échanges utiles pour le développement et la professionnalisation de la fonction achat. Alors aujourd'hui, comme l'accoutumée, on est devant un sujet hyper important par les temps qui courent déjà. On est dans la période post-Covid-19, donc on est dans un contexte assez particulier. Permettez-moi de le dire comme ça, l'heure peut-être elle est grave. Il est tout à fait indispensable d'engager des réflexions, mais aussi des actions tout à fait ciblées pour permettre à l'entreprise marocaine justement de reprendre le flambeau de l'émergence et d'aller plus en avant vers la recherche de parts de marché, vers la recherche de compétitivité. Et dans ce contexte-là, bien entendu, la dimension énergie est fondamentale. Alors avant de venir pour ce webinaire, pour assurer correctement ma mission de modérateur, je me suis permis d'aller chercher quelques indications par rapport à cette dimension énergie. Alors, je suis tombé sur un bouquin que je vous recommande d'ailleurs,
très intéressant. Alors, il s'intitule « La gestion de l'énergie dans l'entreprise ». L'auteur, c'est Gérald Senden dans les éditions Edipro. C'est un bouquin très important, très intéressant. Alors, l'importance, moi, je la reprends par rapport à quelques chiffres. C'est Serhani, vous me connaissez. J'ai toujours cette tradition de commencer par avancer 2 ou 3 chiffres, parce que pour moi, les chiffres sont beaucoup plus parlants qu'une dizaine de lignes. Alors, que dit l'auteur en parlant effectivement de l'énergie dans l'entreprise? Alors, la facture énergétique représente de 1,5 à 5% du chiffre d'affaires dans les entreprises qui ne réalisent pas de transformation de matières premières. Par exemple, dans les secteurs tertiaires, et c'est Serhani, tu peux me confirmer ça, on est dans les secteurs tertiaires pratiquement dans une fourchette entre 1,5 à 5% du chiffre d'affaires. Quand on va vers l'industrie, cette proportion quand même prend une envergure toute particulière puisqu'on parle, alors selon l'auteur, on parle de 20%, voire 50% dans certains secteurs énergivores comme le verre et la cimenterie. Alors, tout ceci pour dire effectivement l'importance que représente le poste énergie dans le chiffre d'affaires de l'entreprise et tout particulièrement aux yeux d'un acheteur. Donc, c'est pour ça que vous remarquez très bien un peu la transition que je souhaite faire entre la place importante de l'énergie dans le chiffre d'affaires d'une entreprise et la nécessité de pouvoir agir sur les coûts d'énergie. Alors, l'auteur le dit aussi, il est plus facile d'agir sur le coût d'énergie en termes d'économie, en termes d'amélioration, que d'agir sur le coût salarial, par exemple. Donc, c'est pour ça que le webinaire d'aujourd'hui, il est tout à fait intéressant. Et hier, pour ceux et celles qui nous suivent maintenant, on était bien entendu, pour vous dire que nous sommes assez organisés, on prend les choses au sérieux. On a pris le temps de cadrer un petit peu ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et bien entendu, moi personnellement, je n'ai pas cherché à avoir la moindre information sur le sujet parce que je souhaite aussi être attentif. Et je sais que nous allons en avoir pour le temps qu'on va consacrer à ce webinaire, la dimension achat responsable à travers l'énergie verte. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On aura le plaisir, effectivement le loisir, d'apprendre énormément de choses sur le sujet avec, et là je vous présente notre conférencière. Alors tout d'abord Madame Wahba Zneiba, qui est associée directrice développement commercial, directrice générale de CARE, donc anciennement Quadran Maroc, n'est-ce pas? Elle vous présentera le groupe, elle vous présentera aussi la stratégie, mais surtout ce pourquoi nous sommes là, l'intérêt effectivement de s'engager dans ce processus d'achat responsable à travers l'énergie verte. Je crois que elle nous a préparé une présentation très intéressante, vous allez le remarquer. Bien entendu, on a aussi Amina, elle aussi responsable commerciale de CARE, donc Cadran au Maroc, qui va aussi présenter à sa façon quelques aspects par rapport à cette solution. Donc, j'imagine que tout le monde est bien assis, bien installé, les intervenants sont là, la connexion est bonne, n'est-ce pas, Serhani? Et je crois qu'on va pouvoir lancer le bal. Madame Wahba, à vous la parole, vous vous présentez. Et comme je vous ai déjà précisé hier, me semble-t-il, on va essayer au fur et à mesure que nous avançons, s'il y a des questions peut-être qui s'inscrivent dans le fil conducteur, on va essayer de les saisir chemin faisant et on va faire en sorte que ça soit le plus interactif possible. À vous la parole, Madame Wahba. Parfait, merci beaucoup. Merci aussi à l'AMCA, notre partenaire, et le club des dirigeants de nous avoir aidé à organiser cet événement. Donc aujourd'hui, en effet, on va vous parler d'un sujet très important pour les industriels, qui est comment baisser votre facture électrique, comment gagner en compétitivité. Et la petite subtilité, c'est comment le faire sans investir, sans avoir à investir donc aucun centime, comme on a dit. Donc, pour commencer, je vais vous présenter d'abord notre groupe CARE. Donc, depuis mars, on a changé de nom. On s'appelait Quadran.
Aujourd'hui, tout le groupe est passé sous la dénomination de CARE. On a gardé le Q de quadrant qui rappelle nos racines, le I de international et le R de renouvelable. Alors, CARE s'est construit autour de 3 valeurs fortes qui sont FAIR. On est juste dans nos relations avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos différents collaborateurs même au sein de l'entreprise et à l'extérieur. Il y a le CARE qui est donc le soin. On prend soin de nos collaborateurs, de nos clients, mais également de la planète. Et SHARE, qui est le partage de notre savoir-faire, de notre expérience de plus de 30 ans dans ce domaine qui est un secteur assez nouveau, mais voilà, on a quand même 30 ans d'expérience dans les énergies renouvelables. Donc, on s'appelle CARE et c'est tout le groupe au niveau mondial qui a le même nom. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 30 ans qu'on est des producteurs indépendants d'électricité à partir de ressources renouvelables, à partir de plusieurs activités. Donc, on a l'éolien onshore, on a également l'éolien offshore, on a des projets aussi innovants. Dernièrement, donc, on a mis en service une éolienne flottante à Port-la-Nouvelle. Je vous montrerai une photo. On fait également du solaire. On a fait tout récemment une centrale solaire flottante en Tunisie. Donc, c'est un petit projet. Mais on a remporté également 5 MW solaire flottant aux Seychelles. On fait aussi de l'éco-combustion, c'est du waste to energy, donc c'est des déchets qu'on brûle et à partir desquels à partir de la chaleur, on peut récupérer de l'électricité. Également de l'hydroélectricité, donc à partir des barrages, et de l'hydrogène vert. Donc pourquoi vert? C'est de la production d'hydrogène qui est alimentée à partir du fameux parc éolien offshore flottant. Donc ça, c'est les activités du groupe. Par ailleurs, on est aussi fournisseur d'électricité et on investit, quand on dit fournisseur, parce que l'activité, on est producteur et fournisseur, mais on a également un volet de CARE qui réellement se fournit, c'est on va dire la bourse d'électricité, et donc on achète et on revend l'électricité. Et les capitaux privés, c'est vraiment de l'investissement dans de nouvelles startups qui investissent dans tout ce qui est efficacité énergétique, solutions innovantes. Voilà, ça vous donne un petit topo sur l'ensemble des activités du groupe. Donc, c'est un groupe français dont le fondateur est Jean-Marc Boucher. Donc, on a développé 600 MW, 400 MW qui étaient éolien, 200 MW solaires en France, qui ont été cédés en octobre 2017 à Direct Énergie. Et depuis, on s'est beaucoup plus ouvert à l'international. Donc, on avait déjà 10 MW éoliens à l'île Maurice, mais sont venus s'ajouter 25 MW, donc depuis ces 2 dernières années, 25 MW solaires à l'île Maurice. On a 50 MW au Vietnam qui sont déjà mis en service. En Pologne, on a 130 MW en opération, donc une centaine éoliens, 24 solaires. On en a 68 qui sont en construction éolienne et 100 qui sont en financement. Bientôt, on va arriver à 300 MW en Pologne. Au Brésil, on a 500 MW éoliens qu'on a remportés, excusez-moi. Donc, qui sont de l'éolien, qui sont en construction aujourd'hui, et 100 MW solaires. Ensuite, en Afrique, on a remporté un appel d'offres au Burkina Faso, solaire, 42 MW, au Tchad, 30 MW. Tunisie, on a 70 MW, 30 MW éoliens et 40 MW solaires. Et au Maroc, on a un pipe en développement de 300 MW éoliens et de 100 MW solaires. Donc, ça vous montre vraiment la force du groupe qui était vraiment au départ concentré en France et qui, depuis ces 2 dernières années, s'est internationalisé et qui est en opération aujourd'hui 200 MW et qui, d'ici 2 ans, aura plus de on va dépasser les 1 gigawatt de capacité renouvelable. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu la présence du groupe dans le monde et donc notre savoir-faire dans les énergies renouvelables. Là, c'est pour vous montrer quelques photos. Donc au Maroc, on vous a montré, c'est donc le terrain de Nestlé qui est en cours de terrassement. On va faire une centrale de 1 MW au sol.
Donc, dans le cadre de l'autoconsommation, c'est chez le client et on lui fournit de l'électricité. Donc, il achète directement de l'électricité solaire. Amina va vous expliquer plus amplement cette solution tout à l'heure. Donc, c'est en cours de construction actuellement. C'est pour vous montrer donc les références que je vous ai citées, c'est pour vous montrer quelques photos. Ça, c'est le parc éolien en Pologne qui est en fonctionnement. Ça, c'est la fameuse éolienne flottante, donc qui est en fonctionnement et qui va maintenant passer à un parc éolien de 30 MW. Voilà, un parc solaire en Pologne. Celui-là, c'est celui qui est mis en service à l'île Maurice. Là, c'est le Vietnam. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer quelques centrales en images. Et donc, ça résume un peu ce que je vous ai dit, 30 ans d'expérience dans le renouvelable. Et avec, en 2 ans, aujourd'hui, on est en train de financer plus d'1 gigawatt de projets qui seront en service d'ici, maximum 2022. Le groupe compte presque 200 collaborateurs et fait 67 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et maintenant, je vais vous laisser avec Amina qui va vous expliquer… non, excusez-moi, j'ai oublié une slide. Donc là, je vais passer donc là, pour vous donner une introduction sur Caire et on va parler du Maroc. Donc, pour vous donner un petit topo sur le cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit. Donc, tout d'abord, il y a l'efficacité énergétique et on incite tous les industriels à avoir des actions d'efficacité énergétique pour réduire leur consommation avant même de pouvoir acheter de l'électricité verte. C'est très important d'optimiser et ensuite d'essayer également d'avoir une source d'énergie propre. Et il y a une loi 4709 qui était sortie en 2011 qui a été rendue applicable par un décret qui donc rend obligatoire les audits énergétiques donc à partir de 1500 tonnes équivalent pétrole pour les industries et à partir de 500 tonnes équivalent pétrole pour tout le secteur tertiaire. Donc ça, c'est pour vous donner juste un petit topo et vous dire que ces audits aujourd'hui sont obligatoires. Et donc, ça incite en tout cas les industriels à investir en tout cas dans toutes les actions d'efficacité énergétique. Et ensuite, il y a le volet de tout ce qui est donc la production d'énergie renouvelable privée, qui est donc réglementée par la loi 1309, qui a permis à des acteurs comme Caire, en tant que producteurs privés indépendants, de s'installer au Maroc. Et le but étant donc de produire et de fournir de l'électricité verte aux industriels qui sont connectés en haute tension et moyenne tension. Donc, je n'ai pas envie de rentrer maintenant dans le détail de toutes les lois. Je serais heureuse de répondre à des questions par la suite, s'il y en a, sur n'importe quelle question sur la loi. Mais si je m'étale sur ces lois, je peux mettre beaucoup de temps et je préfère qu'on passe vraiment plus de temps sur le volet opérationnel, on va dire. Et donc, la deuxième loi, c'est la loi 1608 qui est l'autoproduction, qui permet donc à des industriels d'avoir des centrales solaires sur leur site. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu les lois, vous sachez de quelle loi on parle et dans quel cadre réglementaire on s'inscrit. Donc au Maroc, on est sur 2 activités principales, que sont l'éolien. Donc comme je vous ai dit, on a 300 MW en développement, et le solaire, on a 100 MW en développement, donc dans le cadre de la loi 1309. Et on a aussi une vingtaine de mégawatts en développement chez les industriels. Donc, notre métier ici, c'est réellement du début à la fin. On va tout d'abord identifier les terrains, travailler avec les territoires pour savoir où est-ce qu'on va s'implanter, que notre projet soit accepté par la population. Donc, on va ensuite faire toutes les études, développer ce projet, on va le financer, on va le construire et l'exploiter jusqu'au démantèlement. Donc, on est vraiment impliqué dans toutes les étapes de la vie de la centrale de A à Z, que ce soit donc sur nos propres terrains pour les projets dans le cadre de la loi 1309 ou que ce soit chez l'industriel comme le cas de Nestlé. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'avoir un témoignage de la part de Nestlé par rapport à cette centrale solaire qu'on est en train de construire aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser avec Amina qui va… Avant de donner la parole à Amina, Madame Zenibal, je souhaite, si vous pouvez réagir par rapport à la nature des clients que vous avez au Maroc ou qui vous ont approché. Pourquoi je vous pose la question? Parce que tout à l'heure, j'ai introduit ce webinaire avec la question des achats responsables. Vous savez mieux que moi qu'il y a au jour d'aujourd'hui une norme
dédiée effectivement au processus achat responsable, la norme ISO 20400, en plus de celle qui est déjà en vigueur par rapport à la RSE, la ISO 26000. Alors, ces clients que vous avez, alors que ce soit à l'international ou dans le contexte marocain, on reviendra sur le détail plus tard, est-ce qu'ils vous contactent parce qu'ils ont le souci d'économie d'énergie, ou est-ce qu'ils ont en plus, peut-être pour certains, le souci de la certification? Donc, il y a des normes qu'il faut savoir appliquer, il y a une conformité par rapport à ces normes-là. Est-ce que vous êtes dans ce maillage? Est-ce que cette question de normes et cette question aussi de certification, elle est quelque part le catalyseur de ces acheteurs qui viennent vers vous? Oui, merci Hichem. Juste, si tu peux essayer de parler un peu plus proche du micro, il y a des fois on t'entend bien et des fois on t'entend un peu moins bien. Voilà, pour désolé. Voilà, là on t'entend beaucoup mieux. D'accord. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, j'ai entendu la question. Oui, très bien. Plus clair comme ça. Parfait. Oui, en effet, tous ces champs normatifs vont inciter bien évidemment les clients à s'intéresser au type de solution qu'on peut proposer. Mais je dirais que réellement, voilà, il y a la première motivation, en général, si on a à faire des statistiques, c'est voilà, optimiser, baisser les coûts, réduire la facture électrique. C'est vraiment ce volet. Maintenant, on voit chez les multinationales, surtout, il commence vraiment à y avoir cette importance d'être dans voilà, ils font attention à leur bilan carbone, ils ont en tout cas voilà, des standards à respecter. Et donc, si vous voulez, ces normes, ces contraintes vont les pousser à aller vers ce genre de solution. Et l'avantage, en plus, c'est réellement qu'ils peuvent réduire. Donc, si vous voulez, ils gagnent des deux côtés. Après, en généralité, on a beaucoup plus vu des industriels qui s'est intéressés parce que c'est une solution sur laquelle ils peuvent faire des économies, plus que la solution verte. Mais les deux ensemble, si vous voulez, c'est le jackpot, on va dire, pour eux. D'accord, très bien. Il y a une question d'un de nos followers, en tout cas, que je remercie au passage. Alors, il dit, alors, en pourcentage, c'est quoi les écarts? Quels sont les écarts entre les prix de l'ONE, l'ON2E, et les vôtres? Les quoi? Je n'ai pas entendu. La différence de prix entre les prix, alors la facture d'énergie, si on s'approvisionne chez l'ONE, l'ON2E, et effectivement en allant vers une solution comme la vôtre. Alors, juste pour mettre l'eau à la bouche d'un de nos, comme ça avant qu'on aille avec plus de détails tout à l'heure avec Amina. Avec plaisir. Donc, on propose, donc il y a des solutions sur le réseau, on peut avoir des prix assez standardisés, après ça dépend de la durée, mais au minimum ça va être 20% de réduction par rapport au prix de l'ONE. Et après, selon les différentes formules, le cas, je veux dire, d'un site à un autre, c'est pas forcément la même configuration. Et on peut aller jusqu'à 50%. Donc, on est réellement sur des économies importantes. D'accord. Et c'est vérifié, c'est validé. Hein. Comme ça, oui. D'accord, très bien. Alors, pourquoi je vous pose la question? Alors, moi, peut-être je parle au nom de certains qui nous écoutent maintenant, qui vont dire, alors, tout ça est trop beau pour être vrai, parce qu'à l'international, on voit aussi des expériences à droite et à gauche où on a tendance à voir que c'est beaucoup plus du greenwashing que véritablement des économies d'énergie réelles. Parfois, c'est ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment, du greenwashing, juste pour justement montrer qu'on est dans cette responsabilité sociale, on est aussi dans les achats responsables, alors qu'au fond, c'est pas du tout ça. Moi, j'écarte effectivement tout ce genre de réflexion parce que c'est pas le cas. Vous l'avez démontré au tout début de cette présentation, on est effectivement dans des choses tout à fait vérifiées. Et si une multinationale comme Nestlé s'est adressée à vous pour justement mettre en place un dispositif pareil,
c'est qu'il y a bien une bonne raison. Si vous permettez, Madame Zeybar, allez-y. Oui, et si juste je peux me permettre, c'est de donner un petit peu l'état d'esprit du Maroc, comment fait la politique, comment on a vu les énergies renouvelables, parce que c'est vrai que dans les pays européens, les énergies renouvelables ont été subventionnées. Donc, pour que les énergies renouvelables puissent éclore et qu'on voit de plus en plus de projets, souvent l'État était là avec la mise en place de feed-in tarifs qui incitaient donc les producteurs privés avec des tarifs intéressants pour promouvoir des projets d'énergie renouvelable. Au Maroc, comme on s'est lancé un peu plus tard, d'une part, donc, on a eu des prix plus intéressants avec les coûts d'investissement qui diminuaient, mais également avec notre potentiel à nous, que ce soit gisement éolien ou solaire, qui est plus important que l'Europe. Eh ben, on a réussi directement à faire des projets compétitifs qui n'ont jamais, ils ont été subventionnés. Donc, et ça, il faut vraiment le comprendre qu'au Maroc, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de feed-in tarif et qu'on est dans une logique de corporate PPA, c'est-à-dire que nous, tous les producteurs, et ça c'est vraiment, il faut comprendre que le Maroc est différent des autres pays où donc on ne va pas vendre l'électricité à l'ONE, on va le vendre directement à l'industriel qui va l'acheter moins cher. Alors qu'en Europe ou ailleurs, le producteur privé signe avec EDF par exemple, qui rachète l'électricité à un prix plus élevé et après c'est bon, c'est leur... voilà, ils ont leur prix, etc. Mais nous, on n'est pas dans la même logique et de comprendre réellement aujourd'hui les énergies renouvelables sont compétitives. Et au Maroc, on a un facteur important aussi, c'est le gisement dont on dispose. D'accord, super. Voilà. Donc, on va donner la parole à Amina pour nous expliciter tous ces détails-là et surtout présenter cette solution miraculeuse qui est de pouvoir faire de l'économie d'énergie sans dépenser le moindre sou. Donc, la parole, Amina. Merci beaucoup, Hicham, et merci beaucoup à notre partenaire AMCA pour nous avoir donné cette occasion d'organiser ce webinaire, ainsi qu'au Club des dirigeants. Donc, comme vous le savez tous, la pandémie du Covid-19 n'a épargné aucun pays au monde. Un nombre important d'entreprises ont connu une baisse significative de leur chiffre d'affaires. Au Maroc, les sociétés ont été affectées à la fois par les mesures sanitaires, donc 62% par la limitation des déplacements, par la chute de la demande et aussi par l'arrêt soudain des approvisionnements, notamment en provenance de la Chine et de l'Europe. Et à titre d'exemple, au niveau de la région de Stade Casablanca, qui représente quand même 59% du chiffre d'affaires national et 58% de la production, 43% des exportations et 60% des investissements, les données collectées par la CGEM, la Chambre de commerce et de l'industrie et des services de Casablanca, plusieurs filières industrielles ont subi d'énormes pertes. Notamment, comme vous pouvez voir ici dans le graphe qu'on vous présente, on remarque une baisse qui est négative au niveau du chiffre d'affaires dans plusieurs secteurs industriels. Les plus grosses sont remarquées au niveau du textile et de l'habillement avec quand même une baisse de 55% de chiffre d'affaires par rapport à l'année de 2019 et une baisse de 71% par rapport à l'emploi par rapport à l'année précédente. Et au niveau du cuir aussi qui subit la même baisse de 55%, on voit le moins qui est atteint, c'est le secteur aéronautique, mais quand même avec une baisse qui est assez significative de 25% du chiffre d'affaires et plus de 47% de l'emploi. Donc, afin de remédier aux pertes enregistrées durant la pandémie, des mesures prioritaires pour relancer doivent être engagées, que ce soit économique et commerciale, qui représente quand même 46% des entreprises, financières et fiscales de 39%, législatives et réglementaires. Ces mesures peuvent être regroupées en 3 principaux axes, sur le plan de l'offre, sur le plan de la demande et aussi sur le plan institutionnel à travers la mise en place d'un cadre favorisant les investissements dans les énergies renouvelables. Donc, autant qu'opérateur dans le secteur des énergies renouvelables, CARE encourage l'investissement des solutions d'efficacité énergétique et autant que producteur indépendant d'électricité verte, nous pouvons accompagner les industries dans la démarche de redressement économique en proposant des solutions qui leur permettront des économies immédiates et sur le long terme sur leur facture électrique. Et cela, on peut les voir dans les 2 solutions qu'on propose, comme elle a expliqué auparavant Madame Znaiber.
La première solution est l'électricité verte qui est fournie grâce au réseau national auquel nous nous raccordons. Donc là, à travers des centrales solaires et éoliennes implantées un petit peu partout dans le Maroc, CAIR produit sa propre électricité verte qu'elle injecte dans le réseau. Ce dernier lui permet de transporter cette électricité chez l'industriel, où qu'il soit au Maroc, et de lui fournir de l'électricité verte moins chère que son distributeur local, grâce à un contrat de fourniture d'électricité. En signant ce contrat, l'industriel peut couvrir jusqu'à 50% de ses besoins électriques et réaliser d'importantes économies. Tout ceci, comme elle a expliqué Mme Znaibar avant, et le but de notre webinaire d'aujourd'hui, sans aucun investissement, sans changement au niveau de son installation et en gardant toujours la même sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est pour la première solution qu'on appelle la solution du réseau. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise le réseau pour exporter notre énergie qu'on produit à travers nos centrales chez l'industriel où il soit au Maroc, sans investissement, sans changer, en gardant la même sécurité d'approvisionnement, en ayant une réduction jusqu'à 50% de ses besoins en électricité et bien sûr sans investissement. Pour la deuxième solution, c'est de l'électricité verte fournie grâce à la centrale solaire installée sur le site industriel. CAIR investit dans une centrale solaire sur le site industriel qui lui permet de lui fournir 1 kWh moins cher dans une durée déterminée. CAIR prend en charge, finance et exploite et prend aussi la partie maintenance de l'installation solaire qui est installée chez l'industriel durant toute la période du contrat. Le client garde son distributeur actuel et recevra 2 factures à la fin du mois. Une facture qui est de son distributeur actuel, qui peut être l'ONE, la LIDEC, la RADEMA, dépendamment où il est situé au Maroc, et une deuxième facture qui est de CAIR. L'électricité solaire sera gratuitement cédée à l'industriel à la fin du terme du contrat. C'est-à-dire que la centrale solaire qu'on installe chez l'industriel, au terme du contrat, elle lui est cédée gratuitement. Donc, il profite de l'énergie électrique verte pour une durée qui peut arriver jusqu'à plus de 20 ans gratuitement, donc sans rien payer. Alors, en signant un contrat de fourniture d'électricité avec CAIR, l'industriel couvrira une partie significative de ses besoins électriques en électricité renouvelable. Ça peut arriver jusqu'à 25% de ses besoins en électricité et réalisera d'importantes économies immédiates et sur le long et le moyen, et aussi sur le long terme. Donc là, la deuxième solution, c'est qu'on s'installe chez l'industriel sur son site, que ce soit sur ses toitures ou bien sur un terrain qu'il a à lui qui est sur la zone industrielle, sur le site industriel où il est. Donc, on fait le dimensionnement, l'installation, l'exploitation et la maintenance de la centrale. Donc, et derrière, à travers un contrat, bien sûr, de fourniture d'électricité, et à partir de la mise en service de cette centrale, il peut exploiter de l'énergie qui est verte et moins chère par rapport à son distributeur local. Donc, et bien sûr, là, la centrale, au terme du contrat, lui est cédée gratuitement. Voilà les 2 solutions qu'on propose par rapport à tout ce qui est fourniture d'électricité verte à un prix qui est moins cher que ceux des distributeurs locaux qui existent actuellement sur le marché marocain. Donc voilà, je redonne la parole maintenant à Mme Znaibar pour qu'il puisse vous donner un cas concret des industriels pour vous donner les économies qu'on peut réaliser en faisant ce type d'installation. Merci. Oui, Madame Znaibar, juste une question alors qui revient sur la droite de mon écran. Ouais. Vous m'entendez très bien là? Oui. Ouais. Alors, une question qui est posée par notre ami Amin Belhaj et aussi Youssef. Alors, ils disent tous les deux pratiquement, est-ce qu'on parle de la haute tension ou de la moyenne tension ou de la basse tension? Alors, de quel type de tension? Parce qu'ils font référence à des textes de loi et en même temps au monopole de l'ONE. Alors,
Juste pour expliquer, parce que justement, je n'avais pas envie de trop détailler, mais s'il y a des questions, j'y réponds. Pour la 1309, donc qui est sortie en 2010, elle a rendu applicable la haute tension. Donc, ça veut dire les industriels haute tension, aujourd'hui, dès aujourd'hui, et c'est applicable, ils peuvent acheter de l'électricité éolienne. Pour la moyenne tension, donc aujourd'hui, la loi n'est pas applicable. C'est la même loi, c'est la 2019, elle a déjà été amendée par, je pense que c'était la 58-15 en décembre 2015, et aujourd'hui, elle va être encore amendée. C'était le ministère de l'Intérieur avec les régies qui bloquaient, on est comme un nouvel entrant dans le marché, on va prendre du chiffre d'affaires aux différentes régies, donc ça a pris du temps pour que tout l'ensemble des parties prenantes se mettent d'accord, et aujourd'hui on espère réellement que la loi, donc, la loi et tout ce qui est applicable pour la moyenne tension va l'être cette année pour que enfin l'ensemble des industriels en moyenne tension puissent acheter donc de l'électricité qui est produite en moyenne tension. C'est pour ça qu'on parle de solaire. L'éolien aujourd'hui, c'est très compliqué de le raccorder en moyenne tension. On ne sortira pas un kilowattheure compétitif. Donc, pour les industriels moyenne tension, on peut leur offrir de l'électricité solaire, que ce soit sur le réseau. Et ça, ce n'est pas encore applicable, on attend. Mais dès aujourd'hui, on discute avec l'industriel parce qu'entre le moment où on commence à discuter et le moment où on va signer le contrat, il y a quand même un temps qui se passe et c'est important de le faire dès maintenant. Et pour l'autoconsommation, donc comme Nestlé, d'avoir une centrale sur site, ce qui est dans le cas de la loi 1608, ça, c'est applicable. Tous les industriels aujourd'hui peuvent avoir leur centrale solaire sur leur site. Et ça, que ça soit moyenne tension, haute tension, ça, c'est de l'autoproduction. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment dans la 1309 où il y a cette différence haute tension et moyenne tension. Très bien, on continue. C'est une question qu'on a vue sur Facebook. Avez-vous le droit de facturer l'énergie solaire aux clients? Donc, oui, aujourd'hui, donc dans le contrat de fourniture d'électricité dans le cadre de l'autoconsommation, on facture donc l'électricité qui est produite à partir de nos centrales aux clients. Et aujourd'hui, c'est ce qui va être prévu dans l'amendement justement de la loi 1608 et donc qui a déjà été complétée par la 5414 et qui va être encore amendée d'ici la fin de l'année. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le ministère de l'Énergie est en train de parler avec les différentes parties prenantes pour qu'ils puissent répondre en tout cas aux besoins des industriels et des acteurs marocains. Très bien. Donc, on continue sur la présentation. Il y a un point très important qu'il est important. C'est vrai que notre solution, ça paraît un petit peu la solution facile, miracle, de se dire pourquoi on n'en entend pas un peu plus parler. Il y a quand même quelques, on va dire, critères pour nous pour pouvoir réaliser ces projets. J'espère que par la suite, il y aura tellement de projets qu'on pourra faire même de plus petits projets, mais aujourd'hui, donc on réalise minimum un projet de 1 MW chez l'industriel. Si un industriel qui est intéressé, par exemple, sur un projet de 200 kW, on ne va pas pouvoir l'accompagner, c'est trop petit, à moins que ça soit plusieurs centrales et qu'on atteigne le méga. Mais nous-mêmes, on va financer ces projets, c'est du temps qu'on va passer. Ça ne va pas être intéressant sur des petits projets. Donc, en général, l'ensemble des projets sur lesquels on travaille actuellement, c'est des projets qui commencent au mégawatts et qui peuvent aller jusqu'à 4, 10 mégawatts. Et donc, les industriels qui peuvent faire ça, c'est des industriels qui ont des factures électriques minimum de 400 000 dirhams par mois. Les industriels qui ont 50 000, 100 000 dirhams, on ne va pas pouvoir les accompagner pour le moment. Je dis bien pour le moment, peut-être que plus tard, l'offre évoluera. Mais aujourd'hui, les projets qu'on va sortir chez l'industriel, voilà, c'est des industriels, c'est pour ça qu'on dit énergivores, qui consomment quand même de l'électricité. Voilà, à travers les deux solutions, que ce soit le réseau, on peut les accompagner, mais il faut vraiment prendre en compte ces critères. Et ce qu'on propose pour les industriels, donc qui, par exemple, ont des factures d'électricité moins élevées, mais qui veulent quand même faire du renouvelable,
la possibilité, c'est qu'ils investissent eux-mêmes. Si c'est plus petit, c'est que le montant d'investissement, peut-être ils peuvent plus facilement donc, avoir ce financement. Si c'est 200 kilowatts, on parle de petits montants, ça va être moins de 2 millions de dirhams. C'est des choses, les industriels pourraient avoir ce financement. Nous, on intervient vraiment sur des enveloppes plus importantes. Et je tiens à préciser cela parce que souvent, d'autres industriels, on va dire, qui ne consomment pas autant, ils s'intéressent à nos solutions. Après, ils sont un peu déçus. Donc, je préfère être au clair sur le type d'industriel qu'on peut accompagner. Si vous permettez, madame, une question comme ça, parce que je vous l'avais dit hier, oui. Nous, dans ce webinaire, ce qui nous intéresse, c'est effectivement présenter une solution au directeur achat, au manager des achats, aux acheteurs, et de montrer effectivement, chiffres à l'appui, arguments à l'appui, effectivement, la pertinence de se lancer dans ce genre de solution. Alors, une question qui a été posée par le professeur, que je remercie au passage, professeur Arbaoui Asma, qui est de l'université Mohamed V, alors qui pose la question par rapport à l'impact du Covid-19, de la crise du Covid-19 sur la transition énergétique au Maroc. Je pose la question autrement. Vous qui êtes acteur justement du secteur de l'énergie verte, est-ce que vous avez le sentiment que cette crise du Covid-19 va être un facteur accélérateur, ou à contrario, ça risque effectivement de réduire comme une peau de chagrin cet élan du secteur de l'énergie verte au Maroc pendant un certain temps. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ou non, pour être plus simple? Je suis optimiste parce que je pense que du coup, même les sociétés qui, on va dire, d'une part, ne faisaient pas… C'est souvent une société, quand tout va bien, ça va, on cherche pas. Et dès que le marché commence à être plus dur, on cherche des solutions, on est là à essayer d'optimiser les coûts. Donc le Covid, je pense, il y a eu un impact négatif sur plusieurs entreprises et tout le monde va chercher des solutions, si vous voulez. Ça va réveiller un petit peu pour chercher des solutions. Voilà, comment on peut optimiser la facture et d'autres, bien sûr, d'autres solutions également. Mais moi, je pense que post-Covid-19, il peut y avoir un impact positif concernant les énergies renouvelables et j'espère que les lois aussi vont être applicables et qui va donner vraiment cet élan, en tout cas à ce secteur. Et les industriels attendent tous l'application de ces lois pour enfin profiter. C'est qu'ils vont avoir leur fournisseur d'électricité, que ce soit l'ONE et l'IDEC, et dès que ça sera applicable, ils pourront avoir comme un deuxième fournisseur d'électricité. Donc, c'est tout bénéf pour eux. Et parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup des énergies renouvelables au Maroc, les projets de Mazen, c'est très bien. Aujourd'hui, on est presque à 40% de notre mix énergétique qui est en renouvelable, mais l'industriel n'en profite pas. Parce qu'on a été sur des projets innovants qui ont été… Les projets Mazen, c'est pas la même chose. On a été sur des projets innovants qui ont coûté cher. C'est pas les projets de technologie approuvée qui sont, si vous voulez, compétitives et c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes critères. Et je pense qu'en tout cas pour les industriels, je pense que post-Covid-19, il y aura plus de demandes et plus de prise de conscience, on va dire. Oui, justement, le dernier article qu'on a lu qui a été publié par Média 24, c'est sur une étude qui a été faite par un cluster durant le mois de juin, qui a récolté des informations par rapport à la situation économique post-Covid-19. Donc là aussi, à ce sujet-là, il y a eu parmi les plans de relance économique qui ont été faits, c'est l'encouragement dans l'investissement dans tout ce qui est énergie renouvelable et aussi dans tout ce qui est efficacité énergétique. Donc, c'est un point qui est vraiment positif pour nous, qui va permettre de booster un peu plus notre secteur et aussi, à mon avis, faire bouger un petit peu plus les choses et aussi accélérer l'amendement des lois pour qu'on puisse vraiment offrir cette opportunité à l'industriel pour qu'il puisse profiter d'une électricité qui est moins chère par rapport à son distributeur actuel.
Donc, c'est Hicham, si vous permettez. J'aimerais rebondir sur votre question parce que je la trouve très bien placée. Je me permets de parler aussi au nom de nos amis de Quadrant ou de CARE. En fait, cette question s'est beaucoup posée effectivement de l'opportunité du moment de passer à des énergies renouvelables. Et je te l'accorde, dans 99% des cas, c'est vrai ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils disent ça va retarder cette transition énergétique parce que justement, c'est des investissements qui ne sont pas prioritaires tout de suite. Moi, je dirais dans le cas de figure d'aujourd'hui, c'est le 1% qui reste. C'est-à-dire là, les gens, ils ne vont pas investir. Ils vont profiter, ils vont baisser tout de suite leur facture, tout de suite, ils vont le baisser juste après la pause de l'équipement, ils vont baisser leur facture, ils ne vont pas investir. C'est-à-dire, ça c'est le 1% qui reste, c'est l'exception de la règle, c'est que c'est la seule configuration où on est vraiment gagnant à partir de la mise en place du projet. Et toutes les autres solutions, par exemple, ils vous disent, allez acheter des panneaux solaires photovoltaïques, mettez sur le toit, vous allez avoir retour d'investissement. Ça, je te l'accorde. Je dirais non, je ne suis pas prêt à investir maintenant parce que vu la baisse de l'activité, le Covid et ce qui s'ensuit, moi, je ne suis pas disposé à investir dans ça. Je vais investir dans le business de base et je vais essayer on va dire, d'épargner ou de retenir mes dépenses de façon à affronter le Covid. Là, non, c'est une autre configuration. C'est la configuration exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, je peux juste en signer un contrat, je dispose d'un équipement sans zéro investissement, l'installation, la mise en place, la mise en marche et même l'exploitation à 0 dirham. Même la maintenance, c'est à 0 dirham. Donc franchement, moi je dirais que si j'étais dans un site où je dépense 400 000 dirhams, je signerai tout de suite sans penser, sans réfléchir, parce que vraiment, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, je peux me faire des coussins d'économie, soit pour, on va dire, soit pour supporter mon activité de base, soit tout simplement, comme on disait quelques participants qui sont là, qui posent des questions, soit pour être plus compétitif que mes concurrents, parce que je vais baisser mes coûts, je serai plus apte à proposer des prix plus intéressants que mes concurrents, ou autre, je peux financer mes recherches et développement pour avoir des produits plus à la page et plus développés. Donc, c'est pour cela, nous, on a positionné ce webinaire, parce que si on a bien compris l'opportunité du moment, le gain qu'on fait, il n'y a pas à réfléchir deux fois. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets comme ça à l'ONA, à l'époque, pour toutes les filières de l'ONA, et je dirais, ce type de solution, je ne l'avais pas. Quand j'étais en France pour les études, je passe dans un hypermarché, il y a des jolis demoiselles qui viennent, qui me disent, tu habites où? Tu me donnes ton CNE, et après, on va t'installer gratuitement le panneau solaire. Donc ça existait en France depuis 10 ans, depuis 15 ans, on n'a pas eu au Maroc. Au Maroc, ça commence à être réel, actuel, disponible. En France, c'est financé par l'État. Non, ici, c'est financé, quand je dis financé, c'est-à-dire c'est payé par les économies qui sont réalisées. C'est un peu le nouveau modèle marocain parce que l'État ne supporte pas. Donc, c'est les économies que font CARE par la facture. Une partie, ils vont la rétribuer au client, c'est-à-dire il va gagner sur sa facture. Une partie, ils vont se faire payer par cette partie-là, la deuxième partie. Donc, les deux sont gagnés et CARE et l'exploitant, et tout le monde est gagnant. Franchement, voilà. Ça, c'est un peu mon intervention. Je m'excuse de vous interrompre. Non, au contraire, si Yacine, moi, si j'ai bien compris, le business model, il est viable. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, comment ça va fonctionner? Alors, si demain, une société Londa s'adresse à CARE pour la mise en place, effectivement, de cette solution, sachant que je retiens mot pour mot à l'instant, moi, je dépense rien. Ça veut dire je m'adresse à vous pour mettre en place effectivement cette solution. Alors, comment ça va fonctionner? Dites-nous. Oui, ta question tombe très bien avec… Comment je reviens? Voilà, on avait prévu un cas pratique. Ouais, super. Donc, je vais répondre à ta question comment et aussi donner des chiffres en même temps. Donc, comment? Tout d'abord, c'est donc si on respecte les critères qu'on a dit, donc si je suis un industriel qui a une facture d'électricité qui dépasse 400 000 dirhams par mois, et donc il peut appeler CARE. Et là, donc, on va voir premièrement comment il consomme. Est-ce que
Donc, est-ce qu'ils consomment les dimanches ou pas? Il y a différents types d'industriels. Il y en a qui sont 7 sur 7, 24 heures sur 24. Donc, quand c'est un industriel qui est 7 sur 7, 24 heures sur 24 et qui a des espaces qu'on peut valoriser sur son site, que ce soit en toiture, au sol ou en parking, on va étudier la possibilité d'installer une centrale solaire chez l'industriel. Et on va lui faire donc une préétude, tout simplement, et on va lui dire, voilà, on peut te proposer tant, on peut installer tant, ça va produire tant, et on va te le vendre à tel prix sur 15 ans. Et au-delà, donc la centrale sera la vôtre. L'énergie sera gratuite. Donc, on va étudier ensemble la faisabilité pour installer cette centrale solaire chez l'industriel, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on va directement aller sur le réseau. Donc, on va voir sa consommation. Sur le réseau, il y a plein de contraintes qui sautent. Alors là, je vais rentrer un petit peu plus technique, c'est qu'on est sur un comptage mensuel. Donc, tous les industriels qui sont 6 sur 7, qui ne consomment pas un jour de la semaine, peu importe, on va avoir la facture mensuelle. L'ONE va voir combien j'ai produit à la fin du mois, combien mon parc solaire, qui est quelque part dans le Maroc, a produit, combien a consommé mon client. Et donc, je peux lui fournir ce qu'il a consommé. Je ne peux pas lui fournir plus. Et donc, nous, on va venir fournir, comme on est du solaire, c'est les heures pleines. On va essayer de fournir presque 100% de ces heures pleines. Et il y a un peu d'heures de pointe, c'est en général 20% d'heures de pointe. Donc, on arrive à couvrir presque 50% de sa facture électrique avec donc, une solution sur le réseau. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, à partir, bien sûr, d'un seuil de consommation. Et les deux, ça veut dire si le premier cas était favorable et que je peux faire donc, une centrale solaire, il faut savoir que je peux faire également du réseau. Donc, quand on est sur une centrale chez l'industriel, on va maximum couvrir le quart des besoins. Parce que là, on va dimensionner la centrale de manière à ce que l'électricité qui est produite instantanément est consommée. Donc, il ne faut pas que la centrale produise plus que ce que je ne consomme. Donc, en général, on couvre le quart des consommations totales. C'est la moitié des heures d'ensoleillement. Et donc, l'autre quart, je peux l'avoir également du réseau. Donc, je peux avoir les deux solutions. Donc, ça, c'est le comment. Les chiffres, donc j'ai donné un cas d'un client qui consomme 10 gigawattheures par an. Si je signe un contrat de fourniture donc, qui est sur les réseaux, par exemple, jusqu'à 5 gigawattheures, donc, que je vais lui fournir, il pourra donc ce qu'il doit faire, donc on va faire toute cette phase d'étude, on va échanger sur l'offre et après on va discuter du contrat. Une fois qu'il signe ce contrat et que la solution est mise en place, donc il n'investit rien, juste de son temps, le temps de mettre en place le contrat, il va économiser entre 750 000, même c'est 1 million de dirhams, à 2,5 millions de dirhams. Ça, juste en signant ce contrat. Et bien sûr, donc, par le fait que ce soit une centrale solaire, on va éviter l'émission, par exemple, dans ce cas, de 3 290 tonnes de CO2 par an et c'est l'équivalent de 14 000 arbres plantés. Donc ça, c'est pour vous donner des chiffres par rapport à des industriels sur une certaine consommation donnée. Donc, c'est des économies immédiates et la variation d'économie va dépendre de la solution. Est-ce que je suis sur le réseau à 50%? Est-ce que je prends une part sur site par exemple, quand je configure des centrales chez l'industriel, si je suis en toiture, ce n'est pas pareil si je suis au sol super bien orienté ou j'ai une toiture bien orientée, mal orientée. Est-ce que le raccordement il est proche, il est éloigné? Donc, les économies peuvent varier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des économies. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Hichem. Non, absolument. Absolument. Alors, quels seraient les secteurs? Alors, bien entendu, on parle de secteur énergie. Tu peux parler un peu plus à côté de ton micro? Alors, pardon. Alors, on parlait effectivement de l'opportunité de cette solution pour les secteurs énergivores, alors pour les activités énergivores. Si vous devez conseiller des acheteurs ou des managers achats qui sont parmi nous ce soir, alors, quels seraient les secteurs prioritaires à votre avis? Quels seraient ces secteurs-là qui pourraient être preneurs justement de cette solution et qui retrouveraient très très rapidement? Hier, je vous avais dit le retour sur investissement, vous m'avez corrigé, vous m'avez dit il n'y a pas d'investissement pour parler de retour sur investissement. Donc,
Alors, la valeur ajoutée, justement, quels seraient ces secteurs, quels seraient ces domaines d'activité qui pourraient voir très, très rapidement, justement, l'intérêt de mettre au point, de mettre en place une solution comme la vôtre? Alors, vous avez plusieurs secteurs. Vous avez donc le secteur, comme Nestlé, de l'agroalimentaire. Vous avez le secteur céramique, vous avez le secteur bois et papier, vous avez le secteur sidérurgie, vous avez le secteur, je dis bois et papier, automobile, textile, aéronautique. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Tout ce qui consomme de l'électricité. Cimentiers, eux, ils sont plus sur des solutions haute tension, c'est vraiment des très, très gros consommateurs. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des secteurs aéronautiques. Voilà, c'est tous les secteurs où on consomme de l'énergie. Il y a aussi pharmaceutique. On discute avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui consomment également. Est-ce que ça pourrait intéresser l'OCP, par exemple? Oui, oui, tout à fait. L'OCP, aujourd'hui, la différence, c'est qu'elle a la possibilité d'investir sur ses propres projets. Donc, ils sont sur des solutions comme là, donc on a entendu un projet de 4 mégawatts où c'est eux-mêmes qui vont investir. Mais oui, tout à fait. Après, s'ils sont dans une logique PPA, c'est des clients qui… Ça peut être un client. D'accord. Est-ce que les secteurs porteurs du Maroc, ce qu'on appelle souvent les secteurs mondiaux du Maroc, alors vous avez parlé de l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, est-ce que le secteur du tourisme pourrait être intéressant pour mettre au point une… Moins, hein, parce que je vous explique, d'une part, il y a différentes choses. Alors, ça peut être, par exemple, si on a affaire à chaîne hôtelière pour la solution sur le réseau. C'est possible. Pas tous les hôtels, parce que ce n'est pas tous les hôtels qui ont des factures de 400 000 dirhams. Si je suis un hôtel, en effet, et j'arrive à ce niveau de facture électrique, je peux avoir la solution sur le réseau. Maintenant, la solution sur site, il n'y a pas assez de place. Les toitures sont souvent utilisées, où il y a… En tout cas, ce n'est pas la même disposition. On n'arrive pas à faire 1 mégawatt chez les hôtels. Et ceux avec qui on a pu discuter, c'est vraiment de gros chaînes hôtelières et qui arrivaient à ces niveaux de consommation électrique. Mais justement, j'ai plusieurs hôtels qui aussi s'y intéressent parce qu'ils sont vraiment dans ce côté B2C et donc sont sensibles à tout ce qui est vert. Et malheureusement, voilà, pour ceux qui ont 50 000, 100 000 dirhams, 150 000 dirhams, aujourd'hui, on ne peut pas les accompagner. Très bien. Après, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de projets. Après, vous savez, c'est une dynamique. Les banques, aujourd'hui, elles ont hâte de financer ce genre de projet. Demain, il y en aura de plus en plus. Il y aura une certaine confiance qui va régner. Et on espère, nous aussi, les premiers, pouvoir aussi élargir notre offre et que les banques, du coup, lancent réellement cette dynamique de pouvoir financer même de plus petits projets. Donc, aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment le tout début, le départ au Maroc. Absolument. Moi, j'étais en train de réfléchir à une proposition, et vous me corrigez si je me trompe. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est cluster, tout ce qui est district industriel, tout ce qui est, on va dire, territoire d'innovation. Est-ce que votre solution, parce que si j'ai bien compris, à un moment donné, vous avez parlé de taille critique, de seuil critique. Ça veut dire que à moins d'un certain seuil, ce n'est pas intéressant ni pour le client, ni pour vous. Est-ce que l'idée de créer effectivement une espèce de mutualisation, ça veut dire, je vous donne un exemple très très concret, sur la zone franche de danger par exemple, est-ce que l'idée de mettre en place une solution comme la vôtre qui soit mutualisée, ça veut dire une station d'énergie verte, mais qui soit de nature effectivement à être source d'approvisionnement pour plusieurs acteurs, au lieu que ça soit une solution pour un acteur donné qui n'a pas atteint le seuil critique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, je vois tout à fait, parce qu'on a essayé de mettre en place ce genre de solution. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une problématique technique. C'est possible, mais au fait, aujourd'hui, c'est plus les zones franches qui sont dans cette configuration.
quand ils ont un aménageur type MedZ qui facture l'électricité. Parfois, à Casino Énergir, c'est le cas également. MedZ, c'est elle qui facture ses clients. Donc, on peut avoir un contrat avec MedZ, leur faire une centrale solaire, et c'est eux derrière qui vont facturer leurs clients. Mais quand c'est l'ONE, ça veut dire que si je prends une autre zone industrielle qui n'est pas zone franche, c'est l'ONE ou la régie qui distribue. Et du coup, l'ONE va te dire tu rentres dans le cadre de la 1309. Donc, ça va être. Donc là, et quand on rentre dans le cadre de la 1309, on rentre dans. Il y a des taxes de transport, il y a des taxes de service système. Ça ne va pas être aussi intéressant que le projet quand. Justement, ce qui est intéressant quand on est chez l'industriel, en autoconsommation, on est sur sa basse tension. En tout cas, on ne touche pas, que ce soit en basse ou en moyenne, on ne touche pas, il n'y a pas de rejet d'électricité vers l'ONE. Et bien là, on évite toutes ces taxes. Donc, et l'idée, si on prévoit, par exemple, une zone industrielle avec un immense parc solaire, la seule solution, ça serait qu'il y ait je prévois, je ne sais pas, 10 mégawatts, et c'est que j'ai des découpages entre 1 à 2 mégawatts et qui se raccordent directement chez l'industriel. Si je transite par l'ONE, du coup, directement, je bascule sur la 1309. D'accord, très bien. Vous voulez poursuivre votre présentation? Après, voilà, nous, on était à la fin de la présentation. Donc, voilà, c'était vraiment juste d'insister sur des avantages, en tout cas des solutions qu'on propose et qu'on peut réaliser des économies immédiatement, donc sans avoir à réaliser aucun investissement. Et on insiste là-dessus parce que souvent, les industriels, dès qu'on parle d'énergie renouvelable, forcément, ils connaissent plus le schéma, ils investissent eux-mêmes. Et ils ont du mal à comprendre que quelqu'un peut investir à leur place. Et c'est tout simplement ça. C'est CARE qui investit ou un autre producteur indépendant d'électricité qui investit à la place de l'industriel, qui a cette expertise, donc qui peut optimiser, qui fera que la centrale va toujours, ça va être plus optimal de passer par un producteur indépendant qui va bien dimensionner, qui va avoir de meilleurs tarifs, etc. et qui va lui proposer donc directement un prix inférieur à celui de l'ONE ou des régies, et en plus donc par une solution verte. Donc on va réduire les émissions de CO2. L'industriel donc peut en profiter pour communiquer là-dessus et savoir que voilà, on s'inscrit sur la durée. Donc c'est vraiment un partenariat. On n'est pas sur une opération commerciale qu'on vend. On est vraiment des partenariats qu'on signe avec nos clients, qui sont donc long terme, sur 15 ans, c'est comme disait Yacine, c'est un mariage. Et il y a ce côté vraiment durabilité, confiance. Et c'est nous qui allons investir dans la centrale. Donc, c'est notre investissement qui est chez l'industriel. On va le faire de la meilleure manière qui soit, on va la maintenir. C'est vraiment un partenariat win-win parce que nous, on a tout intérêt à ce que la centrale fonctionne. Et l'industriel a tout intérêt à acheter, donc d'avoir cette production pour acheter de l'électricité moins chère. Voilà. Absolument. Donc, on peut maintenant répondre aux questions. Et Amina, tu avais repéré quelques questions? Je sais pas. Oui, sur Facebook, par exemple, il y a M. Saïd Kemra qui a posé la question, qui dit qu'ER peut-être développer un projet de 50 mégas pour un industriel haute tension ONE. Est-ce que CARE peut développer un projet 50 mégas pour un industriel haute tension ONE? Alors, oui. Après, même il a dit, est-ce qu'on est limité uniquement aux clients industriels haute tension? Alors, je comprends. Enfin, la question n'est pas très claire. Développer un projet, il n'y a pas de problème. Maintenant, souvent la haute tension, donc quand on dit développer un projet pour un industriel, est-ce que ça veut dire de le faire en co-développement pour l'industriel? L'industriel veut prendre une part du projet, c'est ce que je comprends de là. Parce que la possibilité dans la loi 1309, c'est que l'industriel haute tension achète de l'électricité d'un producteur indépendant d'électricité qui a son parc éolien. Après, là, ce que je comprends et ce qui est possible aussi, c'est qu'un industriel, et c'est possible, puisse donc prendre une participation dans ce parc éolien et en même temps acheter, que ce soit l'off-taker, il va acheter l'électricité. Donc oui, c'est possible.
Ok. Alors, j'aimerais vous faire réagir aussi par rapport à une question sur les garanties. Alors, notre ami Soufiane, Barkassi, il me semble-t-il, il dit quelles sont les garanties que vous envisagez pour une installation locale chez l'industriel? Les garanties. Peut-être oui, pour le matériel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va s'installer chez l'industriel, sur une durée de 15 ans, c'est notre investissement chez l'industriel. Quoi qu'il se passe, c'est nous qui le maintenons. S'il y a quelque chose à changer, c'est nous qui le faisons. L'industriel ne paye rien. Donc, c'est nous qui le garantissons. Après, nous, on a nos garanties avec notre fournisseur. Les panneaux sont garantis sur une certaine durée. Il y a 10 ans. Ensuite, il y a 25 ans pour des garanties de puissance. Il y a les onduleurs qui sont garantis. Donc, on a nos garanties sur le matériel. Mais en tout cas, nous, on garantit l'ensemble de la centrale solaire sur les 15 ans. Et c'est donc, une fois qu'on va céder la centrale solaire, donc après, au terme du contrat, que là, l'industriel, il aura de l'énergie gratuite. La seule chose qu'il devra payer, c'est justement cette maintenance qu'il devra faire par un installateur. D'accord. Et il bénéficiera des garanties qui restent, des garanties matérielles. D'accord. Si Yassine Strahani, vous avez levé la main. Si Yassine. Alors, une autre question. Avez-vous, alors de Arbaoui, Asma, alors avez-vous fait une étude de modélisation sur certains sites où vous prouverez à l'ONE toutes les économies que vos solutions lui apporteraient? Alors ça, là, je pense qu'il y a une confusion parce qu'on ne vend pas à l'ONE. Certes, la logique ferait, on peut être simpliste et se dire on est compétitif. On pourrait faire des projets et revendre. Nous-mêmes, les premiers, on serait à partir vers ce genre de raisonnement et de vendre l'électricité à l'ONE moins cher. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 2010, ce n'est pas du tout la direction qu'a pris le Maroc. Les producteurs indépendants d'électricité ne revendent pas l'électricité à l'ONE. On revend aux industriels. C'est dans cette logique qu'a été écrite la loi. Et du coup, voilà. Mais oui, ça veut dire que ce n'est pas l'ONE, mais c'est l'industriel. Tu peux reposer la question juste pour que je réponde bien. La question, avez-vous fait une étude de modélisation sur certains sites où vous prouverez à l'ONE, alors je cite, vous prouverez à l'ONE toutes les économies que vos solutions lui apporteraient? Oui. Enfin, ça, ils savent que les énergies renouvelables sont compétitives. Et aujourd'hui, sur les énergies approuvées comme l'éolien onshore ou le solaire photovoltaïque, je parle bien de ces deux technologies, aujourd'hui, même que l'ONE avec Mazen, on fait des projets avec des tarifs compétitifs. Donc, ils le savent. On n'a pas besoin de leur prouver. Et c'est juste que la dynamique a été décidée autrement. Et les producteurs privés vendent l'électricité aux industriels. L'ONE, de son côté, avec Mazen, font des projets pour, on va dire, voilà, la stabilité du réseau, l'approvisionnement du réseau. Donc, ça va pas être, on va parler de sécurité. Donc, ils vont investir sur des technologies où il y aura du stockage. Donc, ils ne vont pas avoir le même raisonnement que quelqu'un qui cherche juste la compétitivité. D'accord. Alors, oui. Oui, c'est Hicham, donc je reviens vers toi. En fait, j'étais en train de répondre à des questions basiques de niveau 1, je dirais. Comme je connais un peu le dossier, j'ai travaillé sur ça avant, donc je commence à répondre déjà aux gens, donc sur des questions basiques. Mais sur les questions qui sont un peu plus poussées, c'est les gens de CARE, des quadrants, des experts qui vont répondre. Alors, c'est Hicham, je vous écoute. En fait, j'ai demandé la parole pour préciser des choses. Donc, il y a des questions très techniques. Madame Znebar, vous savez, sur les terrains poussiéreux, des gens qui font des briques, ça dégage beaucoup de poussière. Et ça risque de limiter, on va dire, l'efficacité des panneaux photovoltaïques, par exemple de la partie solaire. Est-ce qu'il y a des solutions techniques pour cette partie-là, donc pour que, on va dire, la captation des rayons solaires soit, on va dire, améliorée dans ce type d'environnement poussiéreux? Oui, alors il y a des solutions. Déjà, il y a tout simplement le nettoyage. Ça va être des nettoyages plus fréquents. On a la chance d'avoir une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher. Donc des nettoyages plus fréquents. Après, ça va être juste
Si vous voulez, par exemple, dans ces environnements, on va choisir des panneaux où il n'y a pas le même cadre et du coup, il y a moins de corrosion. Enfin, voilà, selon le site dans lequel on est, on va réfléchir sur la technologie, toujours en restant dans le photovoltaïque, la plus adaptée au site. Et aujourd'hui, on discute également avec des briqueteries qui sont intéressées par ce genre de projet. Ce n'est pas parce que je suis une briqueterie que je me dis non, je peux pas investir dans… Enfin, ça ne sera pas intéressant, ça sera toujours intéressant. D'accord, merci. Merci pour cette question. Merci. Alors, notre ami Sofiane Bakhassi qui a posé la question sur les garanties, il revient à la charge et il dit « Je parle des garanties commerciales, c'est-à-dire est-ce que vous exigez un minimum d'achat de power ? Les types d'engagement, quels sont les KPI de fiabilité de cette solution ?» Alors, de ce que je comprends, donc ça, c'est plus dans le contrat. Donc, nous, il y aura ce qu'on appelle donc, un engagement de production. On va s'engager, par exemple, on va fixer la puissance, on va faire des études et on va dire telle puissance va produire tant de gigawattheures. Donc, nous, on va s'engager sur le fait de produire ces électrons. Et si on ne les produit pas, eh ben, on va indemniser le client de l'économie qu'il n'a pas réalisée. Et inversement, le client est dans l'obligation de prendre et d'acheter, de nous acheter l'électricité qu'on va produire. Donc, elle a été dimensionnée pour justement ne pas dépasser sa consommation, c'est qu'il est dans la mesure de le consommer, mais il y a l'engagement de le prendre également. D'accord. Alors, une autre question. Alors, qu'est-ce que Care proposera de plus par rapport aux concurrents directs sur le marché? Alors, je rappelle juste, si vous permettez, Madame Znibar, tout à l'heure, je suis tombé sur une remarque personnellement que j'ai trouvé de mauvais goût parce que on nous a reproché de faire de la publicité pour Care. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable pour dire tout simplement, on n'est pas venu faire la publicité à quiconque. On est venu partager une expérience. On est venu apporter une solution innovante dans un contexte qui nécessite d'aller chercher des solutions innovantes. Et le fait d'en parler et de partager cette expérience, s'il y a quelqu'un qui sait déjà de quoi on parle, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et donc, on est venu justement dans cet esprit de partage. Ah. Donc, ça, c'était la mise au point que j'avais sur le cœur et que je voulais partager avec vous. Alors, où est-ce qu'on était? On était en train de parler d'une question. Alors, par rapport aux concurrents directs. Alors, est-ce que Donc, nous, oui, je peux répondre à cette question. Il y a plusieurs éléments. Donc, on est implanté au Maroc depuis 2011. Donc, on a vraiment travaillé sur les solutions qu'on propose. On a une équipe technique qui est vraiment expérimentée. Il y a l'expérience qu'on a eue réellement au Maroc par rapport qui est spécifique au marché marocain. On ajoute aussi toute l'expérience du groupe. Donc, c'est un groupe qui ça fait plus de 30 ans qui est dans le domaine des énergies renouvelables, qui est là, qui nous appuie financièrement et techniquement et tout ce que vous voulez. Et il y a ce facteur de tous les clients avec qui on avance, ils sont contents de cette relation qu'il y a, on les accompagne, on est à l'écoute, il y a cette confiance qui s'installe pour ce futur partenariat et un partenariat fiable parce que c'est pas, on fait tout ce qu'il faut pour être le meilleur partenaire, que ce soit en termes de qualité et de tarifs qu'on propose. Donc là, je pense, et on l'a testé parce qu'on a été mis à la concurrence dans les différents projets avec les différentes multinationales type Nestlé avec qui on travaille. Et voilà, si on avance avec des industriels importants, ça prouve, si vous voulez, notre démarcation par rapport aux concurrents. Alors, une autre question sur la question du risque. Vous savez, le Covid-19 est venu mettre en branle justement cette question de risque. Peut-être là, on était dans la question du risque sanitaire.
Alors, la question du risque et sa place de choix dans la fonction achat. On en parlait lors du dernier webinaire qu'on avait organisé sur le redéploiement de la fonction achat. Le risque énergétique. Alors, votre solution par rapport au risque énergétique, est-ce qu'il y a une corrélation de type positif? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, le risque énergétique, oui. Alors j'explique. Donc, je pense qu'il parle sur les solutions d'autoconsommation parce que quand on est dans le réseau, notre énergie, elle est rejetée sur le réseau de l'ONE. C'est l'ONE qui gère ça. Quand on est chez l'industriel, il faut savoir que donc, d'une part, donc bien sûr, on fait ça dans les standards des normes électriques, etc. Et que notre électricité va être consommée en priorité et que tout le reste va venir du réseau et qu'on va mettre un appareil qui va éviter l'injection sur le réseau et qu'on est accompagné également pendant qu'on construit le projet, enfin pendant qu'on on est dans la phase étude et également pendant la construction par un bureau de contrôle, par un bureau HSE pour vraiment montrer qu'on va mettre en place la meilleure solution qui prend en compte les normes et encore mieux que les normes, ça veut dire qu'ils sont faites dans les règles de l'art, qui vont justement faire que la centrale solaire va bien fonctionner et éviter tout risque voilà, électrique ou autre. Et tout est mis en place voilà, chez l'industriel. Et c'est, voilà, il y a par exemple chez Nestlé, là, c'est le bureau de contrôle qui a dû valider le design, qui a validé les plans. Voilà, ils vont rentrer dans le détail de chaque chose et ils vont suivre ça pendant la construction jusqu'à la mise en service. Donc, si vous permettez, donc j'interviens sur ce point-là pour parler des risques, comme j'ai un domaine que je connais un peu. Donc, le premier élément, c'est d'abord les prix des matières. Vous savez, l'énergie au Maroc, elle est fournie à, on va dire, à 80% de charbon. Donc, c'est des produits dont il évolue. Et ça a un impact sur les prix d'énergie. Je pense qu'il y a de l'écho. Alors, Amine, si tu peux stopper le micro, s'il te plaît. Donc, en fait, le FIGRA, c'est que l'énergie solaire, donc c'est une ressource naturelle, accessible. Il n'y a pas de prix du marché. Donc, déjà, côté prix, accessibilité, on n'est pas, on va dire, il n'y a pas un risque là-dessus. En Covid, il y avait même des soupçons, est-ce que le charbon sera fourni ou pas? Et l'État, il a tout fait pour que l'approvisionnement continue normalement et le trafic maritime lié à cette activité continue. Mais imaginons d'autres scénarios un peu plus compliqués. Là, l'approvisionnement charbon sera suspendu et la fourniture d'énergie, il y aura un souci aussi. Donc, la source solaire, c'est une source permanente. Les éoliennes sont des sources permanentes. Le Maroc est un pays ensoleillé. Sur les prévisions, on va dire, futures, donc il n'y aura pas un désensoleillement du Maroc. C'est au contraire, l'ensoleillement avance et le nombre de jours de soleil par an, ils sont en train d'augmenter d'année en année. Donc ça, c'est ça. Donc la disponibilité de la source d'énergie, il n'y a pas, on va dire, de coûts de marché mondiaux sur la partie solaire parce que c'est des énergies qui sont naturelles, accessibles à tout le monde. Et donc là, en continuité de l'activité, au contraire, ça peut être un point très positif, même pour les cas de scénario catastrophe, il y a une continuité de l'activité à cause du solaire ou des énergies renouvelables et naturelles, parce qu'ils sont toujours là, ce qui n'est pas le cas malheureusement pour les énergies qui sont faites sur la base des matières premières, qui elles répondent à des logiques de marché internationaux, des prix mondiaux qui peuvent augmenter, aussi répondent à des logiques logistiques d'accessibilité. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que cette énergie-là et son coût, ils sont en fluctuant sur le marché. Alors, si on reste sur le solaire, c'est un très bon, on va dire, c'est une solution, on va dire, qui est disponible, accessible et ne subit pas toutes ces fluctuations-là dont j'ai parlé avant. Merci. Alors, dans la même veine, hein, si vous permettez, moi, je fais un peu l'analogie par rapport au marché mondial du pétrole. À un certain temps, le pétrole aux États-Unis coûtait quelque chose comme moins $37 le baril.
Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas une idée exacte du tarif, mais dans ce contexte, et indépendamment de la question de la durabilité, de l'éthique, etc., est-ce que l'énergie verte que vous proposez ne risque pas de se retrouver effectivement en situation, dans une espèce de cannibalisation par rapport par rapport au pétrole, hein, pour les entreprises qui utilisent effectivement le pétrole comme source d'énergie? Est-ce que dans C'est Hicham, ça a été coupé. C'est Hicham? de prix C'est Hicham, ça a été coupé. On ne vous entend pas. C'est Hicham? C'est Hicham? C'est aussi? Oui, je suis de retour là. J'avais un petit souci à C'est connexion. Hicham, il a un petit souci, je pense. Il a quitté, il va revenir, je pense. Bien sûr. De toute façon, il doit utiliser le même lien. En attendant, on avait prévu un témoignage de Nestlé. Si vous êtes d'accord, on va donner la parole à Yassine Haoud, qui est donc l'ancien directeur achat de Nestlé au Maroc. Monsieur Haoud, vous avez la main, vous avez le micro ouvert. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ce webinaire. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de vivre le projet avec Pierre et également donc animer un workshop dans ce sens pour l'efficacité énergétique et la compétitivité. Aujourd'hui, donc, je serai très court. Nous avons signé un contrat avec Pierre, ancien quadrant Maroc, pour un contrat d'une installation d'une station photovoltaïque in-house, donc au niveau toiture de notre magasin général, que nous avons par la suite modifié en solution sur sol. Donc là, c'est un projet d'environ 1 mégawatt à peu près, et qui effectivement permet d'optimiser les coûts de la facture énergétique d'environ, donc au départ, donc environ 15%. Donc là, bien évidemment, ça dépend de plusieurs paramètres, l'installation des panneaux solaires, le taux de ensoleillement, donc l'environnement en général. Et si on avait plus d'espace, bien évidemment, là, cette efficacité pourrait être beaucoup plus intéressante. Donc voilà, c'est un contrat sur 15 ans, aujourd'hui avec 0 investissement. Donc, je peux dire c'est une solution clé en main, donc y compris la fourniture, installation et maintenance, avec bien évidemment cette possibilité de récupérer la station photovoltaïque en fin de leasing, ou s'ajouteraient des coûts qu'on supporterait après 15 ans, donc juste pour la partie maintenance. Ou bien évidemment, on peut carrément continuer avec Care sur la partie juste service. Mais la station donc, est cédée complètement au client. C'est un sujet aujourd'hui, on va dire, d'actualité, et il y a de multiples avantages, donc écologiques, environnementaux et économiques. Et bien sûr, donc, cette inscription du groupe Nestlé dans une démarche de développement durable n'a fait qu'accélérer ce genre de projet, comme il y a d'autres projets d'ailleurs sur la partie énergie électrique. Donc, nous avons opté pour le solaire à travers cette station photovoltaïque. Voilà. Merci beaucoup, Yassine, pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Merci. J'ai compris que Hicham s'était déconnecté. Oui, je crois que Hicham, il a un souci. Je crains qu'il aurait un souci. Hicham, il est là. Ah, excellent, super. Non. Ah ben voilà, Hicham, oui. Il faut activer le micro, Hicham. Le micro n'est pas activé, Hicham. Voilà.
Vous m'entendez? Ah, très bien. D'accord, désolé pour ce désagrément. Alors, je reviens vers le témoignage de Yassine Haoui. C'est hyper intéressant parce que ça permet déjà de montrer effectivement qu'on parle de zéro investissement, qu'on parle effectivement d'acquisition en fin de leasing de l'installation et de l'accompagnement qui se fait justement par CARE, j'allais dire de bout en bout avec une installation clé en main. Moi, la question que je voulais poser tout à l'heure, et ça a été coupé, c'est par rapport à une espèce de cannibalisation que des solutions innovantes comme les vôtres risquent effectivement dont elles risquent effectivement d'être victimes par rapport à la baisse du prix du pétrole. Je ne sais pas si j'ai raison de soulever cette question. Est-ce que dans le contexte actuel où le prix du pétrole est en train de stagner, voire baisser, alors jusqu'à nouvel ordre, bien entendu, jusqu'à ce que l'OPEC et d'autres pays exportateurs de pétrole réagissent, est-ce que pour un acheteur lambda, arriver devant son directeur achat avec une solution comme la vôtre et rester sur un scénario conventionnel par rapport à une entreprise qui, pour son énergie, utilise du pétrole. Est-ce que le débat est intéressant de ce point de vue? Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà, l'entreprise, si vous voulez, elle achète, c'est pas comme si elle produisait sa propre électricité. Elle achète l'électricité de chez l'ONE qui lui-même a un mix dont fait partie le pétrole, le charbon et voilà, de plus en plus d'autres sources d'énergie renouvelables. Donc, on n'est pas lié qu'au pétrole. Et l'idée, c'est que dans le mix énergétique de l'ONE, comme j'ai dit, il n'y a pas que la production. Donc, par exemple, les énergies renouvelables sont compétitives, mais sont intermittentes aujourd'hui. Demain, il y aura peut-être des solutions de stockage. Donc, c'est des choses qui vont faire évoluer aussi nos offres. Au lieu de fournir 50%, peut-être demain, on va pouvoir fournir jusqu'à 70-80% avec du stockage compétitif. Donc, pour le moment, l'ONE fait du stockage à des coûts plus importants. C'est pour vraiment un stockage de puissance pour pouvoir répondre aux heures de pointe. Et c'est ça qui va déterminer le prix de l'ONE. Donc, c'est un peu simpliste de lier ça qu'au pétrole. Le pétrole y est également. Mais aujourd'hui, on voit la majorité du mix énergétique marocain, c'est du charbon et des énergies renouvelables. Donc, il y a un peu, voilà, dans les énergies renouvelables, on rentre l'éolien, le solaire, le gaz, il y a l'hydro. D'accord. Alors, on va prendre 3 questions. Alors, j'ai 3 mains levées. Alors, j'ai Hassan Lioussoufi. Alors, monsieur Hassan Lioussoufi, si vous voulez prendre la main, c'est aussi, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors c'est Hassan Lioussoufi, s'il est là. Sinon, il est là, il prend la parole. Bah, très bien. Allez-y. D'accord, très rapidement. Je vous remercie déjà par rapport à cette riche présentation. Et par rapport à ce sujet assez intéressant. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Youssouf El Hassan, donc professeur d'économie au centre universitaire Qal'at Srana. Enchanté, monsieur. Allez-y. Merci. Donc, ce sujet qui m'intéresse assez beaucoup, donc, qui est la question de l'énergie verte, et en fait qui s'inscrit dans le cadre de l'économie verte, un cadre général de l'économie verte. Bien sûr, il y a un concept en vogue au cours de ces dernières années. Donc, voilà, j'ai quelques petites questions par rapport à cette question. D'abord, donc, la question déjà des lois qui régissent en fait cette nouvelle activité, qui est donc l'énergie verte. Aussi, donc, la question du coût, on a entendu beaucoup, ça veut dire que les coûts
des énergies vertes en fait, cette question a été posée longtemps. Ça veut dire qu'il y a des surcoûts par rapport en fait aux sources fossiles et surtout par rapport en fait à la fluctuation des cours du pétrole et des sources en fait énergétiques comme le charbon, le pétrole, le fioul, etc. Et donc qui sont des sources concurrentes, plus concurrentes par rapport en fait à l'énergie verte, ça veut dire la baisse de ces coûts, de ces prix. Est-ce qu'on ne va pas poser un problème par rapport en fait au développement de ces activités, c'est-à-dire de l'énergie verte? Merci beaucoup, Céleste. Voilà, merci. Alors, Madame Znebas, si vous permettez, on va essayer de prendre les 4 mains levées et on va essayer de synthétiser par la suite pour essayer de trouver des troncs communs entre les questions posées. Comme ça, ça nous permettra d'avancer correctement. Alors, c'est Youssef El-Brah. Vous pouvez activer votre micro, c'est Youssef, voilà. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Merci au Club des dirigeants, merci à Aker, merci Hicham, merci Madame Wahiba. Donc, c'est un sujet très, très intéressant. Ma question que je voulais poser à Aker, ils ont parlé des investissements au niveau des énergies renouvelables, par exemple le solaire. Est-ce que Aker, ici au Maroc, il a commencé à investir dans le domaine de l'efficacité énergétique, comme le cas dans les régions MENA, Qatar, Émirats, Arabie Saoudite, aux États-Unis, en Europe. C'est-à-dire proposer des contrats aux industriels pour pouvoir diminuer leur consommation en énergie, par exemple à 30% ou à 40%, et proposer un contrat en installant des systèmes d'efficacité énergétique pendant, par exemple, 10 ans, là, suivant le contrat. Est-ce que ça commence à se faire au Maroc ou là, pas encore? D'accord. Je peux connaître votre secteur d'activité, c'est Youssef El-Brah. Youssef El-Brah, pardon. Youssef El-Brah, je suis de formation électrotechnique, j'ai un diplôme en système électrique et télécommunications. Je travaille dans des bureaux d'études. Je travaille avec un bureau d'études marocain et après, je travaille avec un bureau d'études français ici au Maroc. Maintenant, je travaille avec GESA, le GV pour Worley et OCP. Donc, je suis un ingénieur électricien, mais je suis intéressé par le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je suis en train de préparer les certifications CEM, Certified Energy Manager, et CMVP, Certified Measure and Verification Professional. Donc, ces certificats, ils parlent de ce concept, c'est-à-dire les ESCO. Je pense Madame Wahiba, elle peut connaître ça, les Energy Service Company. C'est-à-dire, ils viennent et proposent des contrats aux industriels pour pouvoir diminuer leur consommation en énergie. Voilà. Très bien, c'est enchanté. Et je retiens votre question par rapport à l'investissement et par rapport aux autres sources d'énergie concurrentes. Alors, merci beaucoup. Alors, on passe à Monsieur Ahmed Ben Sharqi. C'est Ben Sharqi. Vous êtes là? Activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Ben Sharqi. Sinon, il y a Mamadou Aliou. Alors, Mamadou Aliou, qui veut aussi poser la question. Alors, qui est là? C'est Mamadou. Allô, oui. Oui. Allô. Allez-y. Alors, merci, j'ai suivi. Bon, malheureusement, je suis arrivé sur la présentation vers la fin, mais j'ai dû comprendre que CARE investit sur l'énergie verte, notamment sur l'énergie photovoltaïque. Et je voulais savoir, est-ce qu'il travaille sur, pas simplement sur l'autoconsommation, mais pour dit ou pas, mais je voulais savoir, est-ce que CARE travaille sur des sites isolés et où il n'y a vraiment pas d'électricité réseau? C'est ça ma question. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou. Alors, pour cette dernière question, il me semble que notre collègue, peut-être il fait référence à certaines zones dites isolées. Comment ça pourrait fonctionner dans ces régions-là, dans ces zones-là?
pour une solution comme celle de Caire. Alors, si je dois synthétiser, donc peut-être la question des lois, vous en avez parlé, me semble-t-il. Donc, peut-être notre ami Hassan n'était pas au tout début, là où Mme Znebra a évoqué effectivement tout ce qui est loi, cadre, loi régissant effectivement ce genre d'activité. Et je vous laisse la parole, Mme Znebra, pour réagir par rapport à la question de la loi, par rapport à la question du coût et aussi par rapport aux zones où il n'y a pas de, on va dire presque des zones, comme on dit en latin, ex nihilo, hein, où il n'y a rien, on part de rien. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre des solutions comme les vôtres? Oui, alors merci pour ces questions et pour vos interventions. Donc, en ce qui concerne les lois, donc on rentre dans le cadre réglementaire de la loi 1309, qui donc va être bientôt, qui a été amendée par la 5815 et qui va bientôt être amendée par la 4019. Donc, cette loi, pour résumer, elle permet à des producteurs indépendants privés de vendre de l'électricité à des industriels qui sont connectés en haute tension. C'est applicable. La moyenne tension, ça devrait être applicable cette année et la basse tension à venir. Mais on est encore très loin de la basse tension. Ça, c'est la 1309. Et il y a donc tout un système, comment ça fonctionne. La loi 1608, qui a été complétée par la 54 et qui va être amendée aussi d'ici la fin de l'année, c'est pour l'autoproduction. Donc, c'est pour qu'un industriel puisse avoir son installation solaire chez lui, avec les différents formats possibles. Est-ce que c'est lui qui investit ou est-ce que c'est un tiers qui investit à sa place? Donc ça, c'est pour les lois. Et aujourd'hui, ce qui est applicable, c'est ces lois sur l'autoconsommation. La 1309 pour la moyenne tension n'est pas encore applicable, mais elle ne saurait tarder parce qu'en décembre 2019, le projet de loi a été publié sur le site du SGG et a été validé. Donc, on attend juste qu'elle passe au Parlement. Concernant les coûts, si j'ai compris la question, c'était est-ce que les énergies renouvelables risquent de ne plus être compétitives, c'est ça? Avec la baisse des coûts, c'était ça la question? Oui, en quelque sorte. Ça veut dire en termes d'économie d'échelle, c'est des énergies qui restent quand même assez récentes, hein, comparées aux énergies fossiles. Donc, tout ce qui est taille critique, tout ce qui est seuil critique, tout ce qui est économie d'échelle, tout ceci n'est pas encore atteint. Et donc, ce qui fait que ça reste quand même assez cher par rapport aux énergies dites conventionnelles. Oui, ça, elles le sont, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a bénéficié vraiment d'un prix qui déjà aujourd'hui, pourquoi on arrive à une telle compétitivité, c'est que les prix ont réellement baissé et probablement qu'ils vont continuer. Donc, ça va être en parallèle. On ne peut pas prédire l'avenir, mais plus on avance et plus l'installation s'amortit et aussi le coût va être intéressant. C'est des technologies qui sont approuvées aujourd'hui. Oui, il peut y avoir une révolution demain d'une autre énergie qui sort, mais le temps qu'elle soit approuvée, etc., on aura eu le temps d'amortir notre centrale solaire et économiser déjà aujourd'hui. Parce que j'ai eu affaire à des industriels qui disaient non, j'attends demain, ce sera toujours moins cher, mais si tu attends, tu ne réalises pas d'économie, donc il y a un manque à gagner aussi. Est-ce que tu comptabilises toutes les économies que tu n'as pas réalisées? Donc c'est à un moment donné, c'est un acte qu'on fait d'avancer sur cette solution. Et puis tu n'es pas seul sur le marché, il y a tes concurrents qui sont à côté. Bien sûr. D'accord. Si vous permettez, j'aimerais faire un ajout. Je pense que le domaine d'achat, c'est un peu mon domaine aussi, donc je pense, parler de ça. Donc là, c'est dans les 99%. Si Yacine, qu'est-ce que tu ne fais pas? Voilà, c'est un peu l'échange avec les amis qui font enrichir les connaissances et le savoir. C'est uniquement ça. On fait le partage des connaissances au sein de l'ANCA et on arrive entre nous de s'entraider, de partager l'information pour qu'on puisse être efficace pour nos entreprises. C'est un peu le secret. Donc, en fait, l'idée, je vais répondre plusieurs questions. La première question, c'était par rapport au prix du pétrole qui ont baissé. Est-ce que l'énergie solaire ne serait pas intéressante pour le moment? Moi, je dirais, c'est ma question de départ que j'ai dit, c'est 99% des solutions sur le marché. C'est des solutions que vous investissez du coup, vous posez de l'argent sur la table, vous avez la solution et vous allez, on va dire, essayer de comparer ça par rapport à l'énergie fossile, au pétrole ou d'autres types d'énergie. Là, il n'y a pas d'investissement.
Donc, c'est le seul scénario où il n'y a pas cette comparabilité entre d'autres sources d'énergie et l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire, il coûtera zéro. Et son installation, il coûtera zéro. La mise en marche coûtera zéro. La maintenance coûtera zéro. L'exploitation coûtera zéro. Donc, du coup, ça coûte zéro de zéro. Alors, par contre, tout de suite, on gagne de l'argent sur le coût. Donc, moi, je fais exprès de reprendre cette expression parce que pour nos amis acheteurs, là, franchement, je sais de quoi je parle. C'est la solution, on va dire, spéciale. Le pétrole, il baisse ou pas, c'est des coûts qui baissent et qui augmentent. C'est vrai que ça baissera un peu le coût au sein de l'usine parce qu'il y a un prix de revient. Ce n'est pas toutes les usines qui sont alimentées en pétrole, en énergie fossile. Il y a des consignes de sécurité, il y a des réglementations internationales, il y a la protection des travailleurs, il y a beaucoup de réglementations في المغرب qui منعوك utiliser le pétrole dans l'usine. Déjà, les rejets atmosphériques, il y a des réglementations de rejets atmosphériques. Exemple, si tu mets le pétrole dans l'usine, tu fais des rejets atmosphériques, il y a des valeurs limites dans les lois. D'accord, qu'il y a des filtres qui coûtent très très cher. Regardez nos amis la plage de Qarib al-Mohammedia, combien de rejets ils font? Pour respecter la réglementation, ils investissent dans des filtres qui coûtent les yeux de la tête. Le rejet atmosphérique couleur blanche sont les particules pour ne pas attaquer la population environnante. Donc, quel impact environnemental? C'est des études qui coûtent les yeux de la tête aussi. Donc, tout ça, il y a un contrôle permanent de l'État. Donc, l'énergie fossile, vous ne pouvez pas l'utiliser à l'intérieur des murs. Il faut des systèmes d'évacuation atmosphérique. Il y a tout un dispositif pour avoir. Malgré tout ça, c'est prouvé A plus B, c'est plus cher. Donc l'énergie électrique, normalement, c'est mieux parce qu'il préserve au moins la sécurité des travailleurs. Il y a les risques aussi industriels, donc les incendies qui naissent des risques, on va dire les pouvoirs calorifiques. Donc on parle de pouvoirs calorifiques des énergies fossiles, c'est-à-dire il y a les stockages, les Kenny par exemple, le 5000, c'est des bombes. C'est des bombes aujourd'hui. L'étincelle, ça peut faire des boules de feu qui peuvent dévaster une ville avec des énergies atmosphériques qui peuvent partir sur toute la ville pendant plusieurs semaines. Donc, où les gens, quand ils veulent mettre en place un projet, ils prouvent A plus B que ce n'est pas le cas. Ils ont tout mis en place pour. Alors là, on parle d'une énergie où il n'y a aucun risque. L'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique, on parle aussi d'effets électromagnétiques. L'énergie électrique aujourd'hui, il y a l'énergie active et l'énergie réactive. Les amis qui sont venus, l'énergie carbonie. Les énergies réactives, il y a ce qu'on appelle le recycle, c'est-à-dire l'énergie perdue dans le champ électromagnétique. Il a un impact sur les travailleurs. Là, on parle des panneaux solaires qui accumulent de l'énergie, qui est diversée directement sur un réseau, qui est utilisée directement dans les machines. Il n'y a pas de stockage. Donc, du coup, il n'y a aucun pouvoir calorifique. Il n'y a aussi aucune source de champ électromagnétique qui peut être impactant pour les travailleurs au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de pouvoir calorifique pour tout ce qui est dégagement, tout ce qui est incendie, risque d'incendie et aussi les procédures d'évacuation qui sont beaucoup plus simplifiées parce que le pouvoir calorifique au sein des locaux. Donc, je réponds aussi les amis à l'audit énergétique, l'efficacité énergétique. Là, on parle d'une source concurrente d'énergie par rapport à l'énergie électrique. C'est-à-dire, parce que l'usine ديالكم يكون عندكم واحد السويتش qui est installé كيجيكم l'installation qui كتعطيكم l'énergie وعندكم l'installation de le réseau électrique qui كتعطيكم l'énergie. Le switch il priorise l'énergie CAIR en premier et dès qu'il y a besoin, il complète par l'énergie du réseau. Alors donc on parle d'une source d'énergie moins chère, on parle pas d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique c'est un autre process par lequel on optimise les consommations de l'usine. Donc, il y a des postes de charge à analyser, la force motrice, il y a des moteurs, des chaînes, l'éclairage, on va dire CVC, la clim, la ventilation, il y a plusieurs sources de consommation d'énergie, auquel l'utilisation de le plan de production, le plan de fonctionnement des locaux. Et bien sûr, il y a une étude, un audit énergétique qui a des solutions d'efficacité énergétique. Parmi les solutions, bien sûr, quand je vois les batteries de compensation pour la partie cosinus ou l'ADA, on travaille aussi sur on va dire, beaucoup de solutions internes. Là, on parle d'efficacité énergétique de la source électrique. La proposition qui est proposée aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est une source concurrente qui vient en complément de l'énergie existante, un switch qui permet de soit être alimenté en premier par l'énergie CAIR
et après par l'énergie du réseau électrique, donc des distributeurs locaux. Donc là, ça peut être un complément d'un dispositif d'efficacité énergétique, un deuxième dispositif qui peut être local. Les dispositifs d'efficacité énergétique ils encouragent tout ce qui est panneaux photovoltaïques, effectivement. C'est là où il y a l'incompréhension, on va dire là où on se perd un petit peu. En fait, ça c'est vrai, mais là, car il se positionne en tant que fournisseur d'énergie. C'est-à-dire, ما غاديش يقول لك سير انستالي بحال دابا ليفيكاسيتي انرجيتيك دير لي بانو خلصهم نتايا نقدر نخلص معاك 10% باسكو كاين ان بودجي مينا فوالا غادي نعاونك 10 à 20% d'investissement vous investissez le reste. Là, c'est une source d'énergie à prix réduit qui est là disponible tout de suite sans coût. Donc c'est un peu là, c'est là il y a la nuance entre efficacité énergétique ou les dispositifs existants et la solution de fourniture d'énergie d'origine naturelle ou renouvelable à un prix moins élevé. Donc, c'est deux solutions qui peuvent être complémentaires, mais ils ne sont pas complémentaires sur la partie installer des panneaux, installer des équipements, parce que là, c'est le CAIR qui va le faire. Et bien sûr, les autres éléments, ils peuvent travailler en interne sur le plan d'efficacité énergétique. Voilà, j'essaie de répondre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui maîtrisent le dossier de la consommation et ils sont des énergie managers ou là des responsables de performance industrielle. J'essaie un petit peu de relier ce que disent nos collègues de CAIR avec ce qu'ils ont, eux, tous les jours comme projet, aux besoins, aux contraintes à répondre tous les jours. Et j'espère que j'ai pu répondre correctement. Plus que correctement, mon ami. C'était très, très généreux en détail et en éloquence aussi. Madame Zanival, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, juste pour répondre quand même aux intervenants qui ont posé, les participants qui ont posé des questions. Donc après, il y avait la question sur l'ESCO. Donc oui, le modèle ESCO existe au Maroc. Aujourd'hui, c'est une forme d'ESCO, le fait de pouvoir, ce qu'on fait donc en autoconsommation chez l'industriel, c'est une forme d'ESCO. Maintenant, il y a plusieurs formes. L'ESCO, ça peut aller sur des services beaucoup plus larges que la fourniture d'électricité. Ça peut être également d'optimiser toutes ces actions d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, c'est un axe qu'on cherche, nous, à développer pour avoir justement une offre plus complète pour l'industriel, de pouvoir d'une part diminuer et donc optimiser sa consommation électrique et d'autre part lui offrir de l'électricité verte moins chère. Donc, mais c'est des modèles qui sont, il y a même une loi sur les ESCO, donc c'est un modèle qui est opérationnel au Maroc. Maintenant, j'ai vu un commentaire, c'est sûr que c'est le client, comme nous, si on va signer un contrat ESCO, après, donc c'est vous et la relation que vous avez avec votre client. Il y a une question de bancabilité, de faire confiance à ce client, et c'est la même chose pour les énergies renouvelables. Donc, du moment que vous arrivez à financer le projet, voilà, vous lancez le projet, c'est bon. Maintenant, c'est sûr que des clients qui ne sont pas solvables, ça va être compliqué. Donc, ça fait partie un peu des critères que je disais un peu au départ. Il y avait une question après sur les sites isolés. Donc, pour les sites isolés, oui, c'est possible. C'est des choses qu'on fait principalement en Afrique, où donc il y aura par exemple une partie centrale, donc avec des panneaux solaires. Site isolé, ça veut dire que ce n'est pas raccordé au réseau de l'ONE. Donc, on a une centrale solaire et on a du stockage qui peut être batterie et une partie thermique. Et ça, on le fait sur des projets importants de minimum 5 MW en Afrique. Et voilà, c'est une question de taille également. C'est des choses qu'on peut voir, mais pas pour de petites tailles de projet. Donc, tout est fonction de la taille du projet. Mais c'est des choses qu'on peut voir également. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. La question de Ahmed Ben Sharqi, c'était sur quoi? Je n'ai pas noté de commentaire. Ahmed Ben Sharqi, je crois qu'on ne l'a pas eu. Ah, on ne l'a pas eu, c'est pour ça que je n'ai pas de commentaire. D'accord. Voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour des questions parce qu'on me fait signe. On a dépassé de 10 minutes le temps qui nous est imparti. En tout cas, c'était hyper intéressant. Je parle en mon nom personnel. Moi qui suis dans un autre domaine d'activité, j'ai appris énormément de ce que vous avez effectivement présenté cet après-midi. Je récapitule en 2-3 mots.
En tout cas, c'est une solution innovante qui s'inscrit dans une démarche de durabilité, de développement durable, d'éthique aussi. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, Madame Zneber, mais moi, je l'ai trouvé sur votre site. J'ai trouvé une information assez intéressante. Pour chaque kilowattheure que vous consommez vert, Quadrant Maroc s'engage à accompagner la mise en œuvre des projets sociaux dans les territoires où elle s'implante. Alors ça, c'est encore une fois dans cette dimension RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Ça veut dire que si on verse dans ce genre d'innovation, c'est aussi une responsabilité envers la communauté, c'est aussi une tendance lourde, parce que, comme le disait Sarhani à l'instant, on ne peut plus faire marche arrière. Il y a ce que j'appellerais des irréversibilités. Donc, on est sur une tendance irréversible, aller vers tout ce qui est achat responsable, aller vers tout ce qui est énergie verte. Je crois qu'on n'a plus le droit de faire marche arrière. C'est la tendance, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui avant que ce soit demain. En tout cas, je tiens à vous remercier pour la générosité de votre présentation. Vous, Madame Zneber, ainsi que Amina, et aussi notre charmant président AMCA, c'est Yassine Sarhani, qui à chaque fois, lorsqu'il prend la parole, il reprend un peu son expérience. Comme je le disais la dernière fois dans notre dernier webinaire, c'est 20 ans d'expérience dans l'expertise achat et c'est de nature à nous gratifier de magnifiques et merveilleuses leçons d'achat responsable. Je vous rends la parole si vous souhaitez, avant qu'on arrive à la clôture. Madame Zneber. Oui, je tiens à vous remercier, vous d'abord, pour la qualité de votre modération. C'était parfait. Merci beaucoup. Et merci encore à l'AMCA et au Club des dirigeants. Et merci beaucoup, Yassine. C'était très intéressant, les échanges et le retour d'expérience. Et j'espère que les participants, c'est vrai qu'on pensait pas dépasser 1 heure, mais finalement, on est arrivé à 2 heures. Ouais, donc, j'espère que, voilà, je vois qu'il y a encore quelques participants en ligne, que ça a été intéressant. Et voilà, on continuera sur une lancée d'autres webinaires par la suite. Merci beaucoup. Amina, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon. Madame Zneber a tout résumé. Vraiment, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui pour qu'on puisse partager avec vous notre savoir-faire et aussi nos expériences par rapport au domaine de l'électricité verte. Et on espère bientôt organiser d'autres webinaires qui pourraient être intéressants pour les industriels, qui pourraient les aider à dépasser cette petite crise économique qu'on a tous subie suite au Covid-19 et qu'on pourra les aider à faire un redressement économique au niveau de leur entreprise. Merci. Très bien. Vous me faites penser, il y a un de nos collègues qui avait émis le souhait tout à l'heure de disposer de la présentation que vous avez faite. Si vous pouvez voir avec Sarhani, la possibilité de mettre ça sur la bibliothèque de l'AMCA, que ça soit accessible à tout le monde. En tout cas, en mon nom personnel et en votre nom, au nom de toute la communauté AMCA, je tiens à remercier chaleureusement Cédrif, le président du Club des dirigeants, pour sa gentillesse et surtout sa disponibilité. C'est un chic type que j'ai eu la possibilité de côtoyer à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est toujours un vrai plaisir. C'est Sarhani, je vous rends l'antenne pour la clôture de ce webinaire. Merci, c'est Rbiad. Donc, comme vous, je tiens à remercier CARE, qui est notre partenaire, qui a signé un contrat avec nous de 3 ans d'accompagner les entreprises marocaines et les acheteurs marocains aussi pour optimiser leur consommation d'énergie et apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise. Je remercie le Club des dirigeants qui nous a offert aussi cette possibilité de co-organiser cet événement et aussi de partager l'information avec les dirigeants du club. Je remercie bien sûr Cédrif qui est toujours là, répond présent pour
tout type de besoin et accompagnement. C'est Rossi aussi qui est l'hôte de cet événement. Donc, il nous a accompagnés aussi sur les préparations. Je remercie beaucoup. Et bien sûr, je remercie, on va dire, les participants. AMCA ou pas AMCA, ils sont tous là pour nous écouter. Je remercie beaucoup pour leur disponibilité. Pour les réponses, il y a certaines réponses que je peux répondre. Les autres, bien sûr, vous aurez le contact donc, de CARE aussi pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont, on va dire, aussi domaine de compétences. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous annonce l'événement du mardi prochain. C'est un webinaire pour les acheteurs, la communauté achat du Maroc, qui va être sur les plans de riposte qu'on va organiser post-Covid-19. Vous aurez 4 directeurs ou 5 directeurs achats de grands groupes marocains, des multinationales. Vous avez le prix d'achat France 2019 aussi qui va être là. Donc, 5 experts qui sont là aussi pour partager leur expérience avec les acheteurs, pour leur permettre de savoir comment réagir en cette reprise d'activité après Covid-19. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était très cher, très, on va dire, très riche et très intéressant. Merci beaucoup. Mille merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Serhani, si vous le permettez, ou le petit cas de gold très cher, hein, au niveau. Non, très riche, très riche. Déviation professionnelle des acheteurs, n'est-ce pas, Cédric? Je voulais juste répondre le monsieur qui a dit que vous faites la publicité. Je réponds le monsieur qu'on fait que ça exactement. Là, on est un club business pour faire de la publicité de nos partenaires et nos membres. Voilà, merci. Merci à vous tous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.